Évidemment, nous travaillons aussi sur ce que nous appelons en tout cas la digitalisation des services de nation, qui veut dire une dématérialisation, notamment avec 750 procédures administratives qui ont été documentées et mises en ligne, dont certaines permettent même d'être effectuées directement en ligne de manière interactive. En tout cas, pour exemple, la déclaration en tout cas, de permis de construire qui est en ligne et qui permet à tout chacun de le faire depuis chez soi. Donc, tous ces services en général sont ce qu'on appelle en tout cas la grande surface d'attaque de tous les services que l'État a mis à disposition. Et qu'est-ce que nous devons faire sur le plan opérationnel pour les prendre en charge aussitôt, tout en restant en tout cas conforme à la stratégie nationale de cybersécurité qui a été publiée? L'ADI va faire ce que nous appelons un bouquet de services pour la confiance numérique. Et ce bouquet-là comporte un certain nombre de points, d'éléments. Pour commencer, l'identité numérique. L'ADI a mis en place une infrastructure de gestion des clés pour l'administration sénégalaise. Cette infrastructure a pour objectif d'apporter une identité numérique sûre à chaque personne de l'administration pour qu'il y ait une bonne reconnaissance, une traçabilité des actions qui sont effectuées sur tous les systèmes d'information. Et là aussi a été mis en place ce que nous appelons des services de supervision tels que le SOC et le CERF qui permettent d'analyser en temps réel les réseaux qui ont été déployés, plusieurs 4500 km pour le superviser, des enquêtes de réseaux sans fil qu'on partout à travers le Sénégal. Cela doit être accompagné, supervisé et analysé en temps réel. Vous le savez, pendant la période de Covid, il y a eu une accélération quand même de l'utilisation de ces réseaux et de ces services. Donc, il a fallu évidemment doubler un peu les efforts et les activités dans ce domaine. Également, nous avons mis en place un certain nombre de services. Par exemple, je pense que mes collègues de la CERF vont venir un peu plus détailler ça de manière plus détaillée. Le système interne de l'IE qui permet en quelque sorte de capaciter les acteurs, parce que vous savez, vous pouvez avoir un expert en cybersécurité, il y a un incident, ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite être opérationnel et savoir ce qu'il faut faire et prendre en charge l'incident. Le système, c'est l'élément qui apporte cette formation, cette capacitation d'entraînement à ces spécialistes de cybersécurité pour qu'ils sachent en cas d'incident comment il faut opérer, qui il faut appeler, à quel moment il faut placer à quel moment il faut déployer tel service, ainsi de suite. C'est un exercice qui est essentiel. En général, on s'en rend compte quand il y a un incident, nous avons de très grands spécialistes autour, mais très souvent, la coordination et la gestion de tous ces acteurs peut causer en tout cas des soucis. Et à côté de ça, évidemment, nous avons peut-être le plus gros volet, le plus ambitieux, le facteur humain. Il faut civiliser, faire ce qu'on appelle la conduite du champ pour que les utilisateurs puissent s'approprier ces outils que nous leur mettons à disposition. Avant le Covid, on peut dire que les utilisateurs avaient un tout petit peu de choix. Quelquefois, ils pouvaient se mettre en ligne, faire le travail en ligne. Deux fois, ils se disent, bon, mais je vais me rabattre sur le travail physique. Mais avec le Covid, il n'y avait plus d'autres alternatives tellement. Donc, ces utilisateurs, il fallait les accompagner. Parce qu'en sécurité, très souvent, l'aspect humain est ce qu'on appelle le maillon faible. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser correctement ses mots de passe, comment configurer sa machine pour éviter les virus et les vers sur les mails qu'il reçoit, c'est un danger pour tout le réseau qui est interconnecté à lui. Donc, cette conduite du changement, nous avons dû l'accélérer. Et il faut dire aussi qu'avec le Covid, nous avons su trouver quand même une oreille bien garnie, parce que les gens n'avaient plus tellement le choix. Ils avaient le choix, mais ils n'avaient plus le choix dans le sens où ils ont leur travail, mais tout en évitant les risques. Avant, ils évitaient le numérique parce qu'il y avait des appréhensions. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on ne m'écoute pas? Est-ce que je ne vais pas faire quelque chose? Mais aujourd'hui, ça nous a permis en tout cas de pouvoir les réunir dans un laps de temps très court, les sensibiliser, les former et les accompagner dans l'appropriation et surtout l'utilisation des services que vous avez en charge. Donc déjà, là pour le moment, en attendant,
poursuivre plus en détail sur certains éléments. Merci, monsieur, pour votre pertinente présentation, surtout sur l'aspect confiance numérique et le bouquet que la DEO propose voilà, donc des mesures de gestion de changement. Moi, j'ai envie de vous challenger, en fait, parce qu'on a envie aujourd'hui aussi de savoir sur la problématique, et donc pour essayer de sortir du poids. Et aujourd'hui, en termes d'identité numérique, où est-ce qu'on en est au Sénégal par rapport à l'inclusion? Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit les services publics ou privés, adhèrent ou ont vraiment pris connaissance de ces services-là? Où est-ce que vous en êtes sur la pénétration? Merci, M. Ndiaye. Donc, comme vous le savez, la ligne, son premier périmètre, c'est l'administration centrale et quelquefois, des fois, l'administration déconcentrée. Mais, l'infrastructure à gestion des clés qui a été mise en place a pour objectif de doter chaque fonctionnaire, chaque agent de l'État d'une identité des lieux. Non seulement un certificat électronique qui lui permet de s'authentifier auprès des services de l'État, mais aussi qui lui permet de faire des transactions électroniques et des documents, qui lui permet de sécuriser peut-être les services qui sont offerts à travers les certificats SSL, qui permettent le chiffrement SSL, et ainsi de suite. Mais c'est un processus, en fait, qui est assez long, surtout dans la partie conduite du changement et accompagnement des utilisateurs. Aujourd'hui, quasiment la plupart des sites institutionnels, pas dire la totalité, disposent de certificats qui leur permettent d'être accessibles à travers la connexion sécurisée HTTP. Mais il y a encore un travail évidemment à faire. Aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, nous avons dématérialisé ce qu'on appelle le courrier physique à travers une version qu'on appelle SIG, qui permet aujourd'hui d'envoyer, et on peut le faire en ligne de manière dématérialisée à travers une plateforme. Et cette plateforme, nous travaillons à intégrer cette méthode électronique. Et comme vous le savez, hein, la première partie du travail a été déjà l'environnement et le cadre juridique qui a été mis en place, qui permet de reconnaître la signature électronique pour qu'elle ait la même valeur probante que la signature physique. Ce travail a été fait, ça fait l'objet de textes de loi, notamment les lois 2008 sur les transactions électroniques, la loi sur la signature électronique, le décret d'application sur la signature électronique qui l'a accompagné. Et aujourd'hui, c'est ce travail que nous sommes en train de détendre d'aller au-delà du périmètre de l'administration. Il faut aussi que le citoyen interagisse avec l'administration, avec ses services. À un moment donné, il faudra aussi prendre en charge ces citoyens-là pour qu'ils puissent effectuer de manière sécurisée ces transactions qu'elles peuvent soumettre dans le dossier d'appel d'offres. Ce serait pratique de pouvoir le faire en ligne, de le signer, et qu'on sache que c'est telle personne qui l'a bien fait et qu'il l'a fait légal, qu'il n'a pas dépassé le délai. Ça permet d'introduire ce qu'on appelle en tout cas l'horodatage, la signature du temps lors des transactions électroniques, parce que ce sont des ensembles de services qu'apportent les infrastructures de gestion des clés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a mon collègue du CNC qui est en ligne, qui reviendra certainement plus en détail sur un projet beaucoup plus ambitieux de l'infrastructure à gestion des clés nationale qui est en train d'être mise en place et qui va être réellement déploiement vers tous les citoyens et pas seulement à l'administration, tel qu'aujourd'hui c'est le cas avec les règles de l'infrastructure de la BIE. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si vous voulez d'autres. Merci beaucoup, merci encore. Et justement, vous avez parlé de CRC, vous avez évoqué aussi bien M. Ndiaye quelques problèmes, à savoir la communication, l'engagement des acteurs, et aussi des processus souvent pour que, en tout cas, les parties prenantes puissent s'en approprier, ces outils-là qui sont essentiels. Et là, je me retourne vers Jean-Robert. Et Jean-Robert, au vu de toutes ces remarques-là et des problèmes que je viens de citer, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut préconiser pour au moins permettre l'ambition de tous les acteurs d'arriver de ces outils pour établir un climat de confiance au niveau national?
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour... Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Je pense que c'est un peu saccadé, mais bon. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est un plaisir d'être parmi vous et de participer donc au Forum national du numérique. Alors, ce que j'entends un peu de ce que mes prédécesseurs ont dit et qui se résume un peu ici, c'est que donc le Sénégal, mais comme tout autre pays, a entamé une stratégie de transformation digitale du numérique. Et donc, ça appelle des actions pour l'adoption de la technologie à large bande et d'Internet. Donc, on vient d'entendre plusieurs intervenants en parler. L'appel à l'innovation dans tous les secteurs, en termes d'application, de services, d'infrastructures, qui affectent un certain nombre de domaines comme la santé, le commerce, les services financiers, les services publics, privés, le domaine de l'agriculture, de la logistique, de l'éducation, etc. L'enlèvement d'un certain nombre de barrières pour pouvoir mettre en place des incitations pour les différents acteurs, la numérisation des services, principalement des services publics, pour être un peu plus spécifique, la mise en place d'un certain nombre de solutions de dématérialisation dans tous les secteurs, y compris le secteur financier. Et je voudrais en fait mettre un accent particulier sur le secteur financier pour introduire un certain nombre de choses dont je vais parler dans les diapositives suivantes. Et donc, la nécessité de mettre en place un cadre pour la prévention des abus, des risques et des menaces. Et donc, ça appelle trois principales fonctions stratégiques. L'engagement politique et l'engagement des acteurs, la mise en place d'incitations économiques et l'impact sur la société et l'adoption de ces solutions qui sont mises en place par rapport à la société. Et donc, un certain nombre de thèmes, toutes ces mesures qui sont mises en place viennent se retrouver dans un certain nombre de thèmes qui a aussi été adopté, abordé par les différents intervenants autour de l'identité numérique, autour des contenus et des applications, autour du stockage des données, autour des technologies émergentes, de la recherche et du développement. Et ces thèmes se reposent sur un certain nombre de piliers. Le cadre réglementaire, la mise en place d'infrastructures, le développement de compétences et capacités, et donc l'appel à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et la manière dont nous abordons en fait ces thèmes et développons ces piliers va donc permettre une accélération de la stratégie de transformation numérique ou des perturbations, des challenges ou l'optimisation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque cette année? Cette année, on a un nouveau catalyseur qui s'appelle le Covid, ça peut être autre chose, qui va donc influencer le contexte, les stratégies et les technologies qui sont déployées, en général, notamment en termes de télétravail, en termes de limitation des contacts, en termes de demande de produits et de services et en termes d'adoption du cloud. Je vais aller rapidement sur un certain nombre d'impacts que ça amène
en termes de secteur et d'industrie. Donc, j'ai parlé de la nécessité de mise en place d'un cadre de prévention d'abus, de risques et de menaces. Et donc ici, en fait, j'ai essayé de regrouper les statistiques. Alors, M. Gay a parlé, par exemple, a parlé dans sa présentation des centres opérationnels qu'on appelle les CSIRT, qui vont donc fournir un certain nombre d'outils, de solutions et de services pour assurer les différents acteurs sur la continuité de l'espace numérique. Okay? Et donc, en fait, ici, j'ai essayé de compiler de mars à octobre ce que les différents CSIRT africains ont rapporté en termes de secteurs et d'industries affectés, donc par différentes menaces, et donc les différents risques, les secteurs qui sont affectés. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de secteurs et d'industries donc, qui ont été impactés. Tout ce qui est logiciel en tant que service, cloud, les infrastructures de télécommunications, le secteur de la logistique, le secteur bancaire et des services financiers, tout ce qui est paiement, le e-commerce, le commerce de détail, les réseaux sociaux, l'éducation et la santé. Et en fait, on a remarqué une recrudescence en termes de menaces relatifs au phishing, à la mise en place de solutions d'accès à distance, par notamment des protocoles non sécurisés, la distribution de contenus malicieux et de malware. Et je voudrais mettre un accent sur ça parce que une des choses qu'on a remarqué quand on a commencé le déconfinement, c'est non seulement la distribution de ces contenus malware, enfin la distribution de malware, de ces contenus malveillants, ont connu une recrudescence parce qu'en fait, les différentes entités et généralement l'utilisateur étant le maillon faible, hors d'une structure qui leur permettait une certaine protection en revenant dans leurs différentes entreprises, sont revenus pour impacter de manière négative les dispositions qui ont été mises en place. Okay, donc l'exploitation de nouvelles infrastructures déployées dans l'urgence, la réduction de la supervision à cause notamment des problèmes de budget, des problèmes de difficulté de continuité de service et des problèmes de difficultés d'approvisionnement. Alors, rapidement, on a constaté aussi, et là je vois que le Sénégal représente 1% de tout ce qui est business email, enfin moins d'1% de tout ce qui est business email compromise. Donc, une recrudescence d'activités et des attaques très fréquentes avec des vols énormes d'argent aux entreprises africaines avec l'utilisation de plusieurs modes opératoires, l'usurpation d'identifiés, identification de transactions. Et la cible, c'est généralement l'employé lambda qui donc n'a pas, comme l'a dit les différents intervenants, n'a pas un certain nombre de démarches et d'adoption de règles d'hygiène de pratique. Et donc, une recrudescence en termes d'ingénierie sociale, parfois combinée avec l'utilisation d'un certain nombre d'applications. On a constaté une augmentation des attaques de type ransomware. Les vecteurs utilisés sont notamment l'exposition de bureaux à distance via les VPN mal configurés et des vulnérabilités d'équipements mis en frontaux des services de gestion exposés.
Donc, une recrudescence d'activités de scam et d'extorsion. Une recrudescence d'activités de menaces autour du mobile, de plus en plus d'escroqueries par messagerie SMS, par phishing, appels automatisés, et surtout via les applications COVID qui ont été développées à la va-vite sans un certain nombre de considérations de contrôle de sécurité. La nécessité de fournir des services de masse aux utilisateurs utilisant plus ou moins des technologies ou des terminaux qui sont vulnérables, certains ne pouvant plus recevoir des mises à jour, qui nécessitent donc de mettre en place des technologies moins sécurisées pour pouvoir atteindre une masse critique de personnes, des applications qui sont hébergées ci et là, qui ne permettent pas de pouvoir les auditer avant le déploiement et donc qui permettent qui représentent un maillon faible. Une distribution constante de malware, divers types de malware observés, et une recrudescence d'activités autour des secteurs financiers, autour des gouvernements et autres. On a constaté une compromission des guichets automatiques de banque qui est en croissance, une augmentation des attaques sur les infrastructures numériques, la possibilité, en passant par des vendeurs tiers, d'impacter un certain nombre d'infrastructures, des cas de fraude en hausse sur les transactions mobiles. Bref, en fait, la raison pour laquelle je souligne en fait ces différents éléments des statistiques qui ont été obtenus à partir de différentes structures opérationnelles, c'est donc pour renforcer le message que les différents intervenants ont donné et pour attirer en fait l'attention de tout un chacun sur la nécessité de mettre en place en fait un cadre, et ça je vais parler dans ma seconde intervention, la nécessité de mettre en place qui prend en compte aussi bien des risques qui existaient déjà, mais en fait ces nouveaux risques par rapport aux technologies, par rapport aux solutions et par rapport aux infrastructures que nous mettons en place, et la nécessité de mettre en place un cadre global pour la prise en compte, et la gestion et l'atténuation de ces risques. Voilà, j'en ai fini. Merci. Robert, pour vos éclairages très pertinents. Là, avant de passer au cadre normatif et de donner la parole à M. la présidence, je m'avais juste donner la parole à M. Bélissi par rapport au contexte local. Donc, quand vous avez parlé de sensibilisation, aujourd'hui, en fait, pour que les acteurs, que ce soit privé ou public, les outils donc, de confiance numérique que l'ADI met à leur disposition, est-ce que ça suffit seulement la sensibilisation? Merci beaucoup. Donc, en fait, pour moi, la sensibilisation seule ne suffit pas. Mais à plus de 50%, c'est quand même important. Donc, c'est important de sensibiliser à différents niveaux. Au niveau de l'État, donc au niveau du gouvernement du Sénégal, des fonctionnaires, et ça, je pense que c'est un travail que l'ADI a commencé et c'est un travail à féliciter. Je pense aussi qu'il y a une sensibilisation qui est importante au niveau des entreprises. Et dans ces entreprises-là, il y a différents types d'entreprises. Parce qu'il y a, en fait, il y a des entreprises d'importance vitale. Je cite par exemple la Sénélec, Senco, Sonatel, SAR, etc. C'est des entreprises vitales à notre économie. Et c'est des entreprises qui ont, en fait, au-delà même du système d'information, qui ont des systèmes industriels à protéger à différents niveaux. Il y a aussi, donc, dans ces entreprises-là, des PME. Ces PME-là aussi doivent recevoir de la sensibilisation, mais au-delà de la sensibilisation, typiquement, si je prends le cas des PME qui sont différentes des grandes entreprises, il faudrait en fait une aide
en fait, il faut les aider à sécuriser. Depuis longtemps, je développe une petite thèse dans laquelle je dis, pour moi, on peut aller, par exemple, faire la réalisation des services liés à la cybersécurité pour protéger notre vraie économie. Notre économie est en partie informelle et constituée de PME, parce que 90% de l'économie sénégalaise est une économie informelle. Et dans les 10% qui restent, les 90 autres %, c'est les PME. Donc il faut protéger cette économie. On va la protéger comment? La cybersécurité, c'est quelque chose qui coûte 1 million. Non, ça coûte beaucoup. C'est beaucoup d'argent d'investissement. Et dans cet investissement-là, moi, je me disais depuis longtemps qu'il pourrait être intéressant, par exemple, que l'ADIE, ou bien même au-delà de l'ADIE, que des acteurs privés travaillent, par exemple, avec l'ADPE pour trouver, en fait, des solutions mutualisées qui seront qui sont mis à disposition de ces PME-là, et puis quitte à faire un compromis en disant, s'il y adhère, il y aura moins d'impôts, etc. Donc ça, je laisse les économistes y réfléchir. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Au niveau maintenant du secteur informel, parce que le secteur informel, quoi qu'on puisse dire, représente plus de 90% de notre économie. La sensibilisation, c'est une chose, hein, c'est-à-dire que tout le monde doit être sensibilisé. De la personne en fait, qui est le plus intellectuel au Sénégal jusqu'à la personne qui est illettrée peut-être ou qui en tout cas est dans les champs ou dans les maisons pour travailler, etc. Tout le monde va être sensibilisé. Mais au-delà de cette sensibilisation, il y a des outils qu'on doit mettre à disposition des populations. Sur le secteur informel, je pense que cette réflexion qu'on a eue un peu sur la partie des PME doit être menée. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des institutions qui s'occupent de ce secteur informel. J'ai donné le cas tout à l'heure des marchés. On voit qu'il y a plein de marchés qui bullent, etc. On sait que dans les marchés, c'est beaucoup en place de secteur informel. Le tissu informel est quand même élevé. Mais ces marchés-là, il faut les protéger. Comme je disais tout à l'heure, il y a des fraudes dans les marchés, mais ces fraudes-là peuvent être créées par une cyberattaque. C'est possible. On l'attaque à distance, on fait des trucs sur l'électricité, ça prend feu, etc. Mais au-delà, on a parlé d'autres types d'attaques, et notre collègue Jean-Robert en parlait tout à l'heure, c'est des crimes financiers. On reçoit tous des appels. Enfin, moi, personnellement, j'ai les 3 opérateurs de toute façon. Donc, chez Free, je reçois souvent des personnes qui m'appellent en disant tiens, c'est le service client. Mais heureusement, je suis sensibilisé parce qu'ils m'appellent avec un numéro 76, machin, nanana. Immédiatement, quand je lui dis arrête de m'appeler, il m'insulte d'ailleurs. Et ça, c'est partout. Dans Orange Money ou encore d'autres produits, machin, nanana et tout. Ils envoient des messages, etc. Donc cette sensibilisation-là, pour moi, est un facteur clé en fait de la cybersécurité. C'est vrai, on parle d'investissement, on parle de beaucoup de choses, mais pour moi, chaque chose a son temps. Il y a déjà un premier pas qui a été mis en place, et M. le directeur en parlait tout à l'heure, c'est le fait que les politiques se sont appropriés du sujet. Donc du sujet en définissant une stratégie nationale, en définissant en fait toute une pile, comme disait tout à l'heure monsieur le directeur, toute une pile de lois, de législation qui encadre cette cybersécurité. Elle est perfectible naturellement dans la vie, mais ça existe déjà. Par contre, ce qui est très très bien, et ce sur quoi d'ailleurs je félicite le ministère du numérique pour l'avoir organisé, c'était un programme de sensibilisation durant le mois d'octobre. Il y a la CDP aussi qui a son rôle à jouer. Eux aussi, en fait, sensibilisent énormément, mais il y a des choses à faire. Et au-delà de cette sensibilisation, il faudrait en fait toute une réflexion, parce que pour moi, on doit faire du digital sénégalais. On doit faire donc de la cybersécurité sénégalaise. Dans cette cybersécurité sénégalaise, c'est au-delà en fait de ce qu'on voit dans les pays développés, avoir en fait des dispositifs qui sont adaptés à notre contexte. Le paysan qui est à Guinguinéo, dans le village de mon père, et qui en fait a accès à la réforme, etc. Comment ce paysan-là doit vivre pour ne pas être traqué? Ça c'est important.
Et comment, par exemple, les jeunes qui sont dans l'espace, comment ils peuvent s'épanouir, vendre des choses sur WhatsApp, sur Facebook, etc., tout en conservant leurs biens. Donc, je pense que c'est à différents niveaux. Donc, il y a un niveau quand même à plus de 50% pour moi, de mon point de vue, qui est basé sur la sensibilisation. Mais c'est en fait de la stratégie, c'est des process, c'est de la technologie qu'on devra en fait implémenter et avec toute une réflexion économique derrière pour voir le secteur d'information fait, les pays sont faits, les entreprises, les organisations d'importance vitale, ce qu'on doit faire. Par exemple, moi, je suis convaincu que, c'est vrai que je pense qu'on va en parler tout à l'heure, parce que dans la SN22, on parlait de la création soit d'une structure, d'une autorité ou d'une agence en fait, de cybersécurité qui allait fédérer en fait, l'ensemble de ces initiatives. Parce que quand on parle de cybersécurité, on parle de beaucoup de choses, y compris de cyberdiplomatie, de cyberterrorisme, etc., etc. Mais je reste convaincu que le jour où on aura en fait, cette autorité, cette agence ou cette structure qui va fédérer en fait, l'ensemble de ces initiatives, toutes les stratégies naturellement vont en découler. Il y aura par exemple des stratégies de sécurité pour les mairies, pour les localités, pour ceux qui, etc., etc. Mais des stratégies qui sont réellement en phase avec nous, en fait, notre manière de vivre, avec manière d'utiliser, en fait, les outils du cyberespace. Merci pour le remarque très pertinente. Donc, vous avez parlé de sensibilisation, vous avez dit à 5%, et bien sûr, et on parle de les sur la mutualisation, vous avez parlé d'innovation, vous avez aussi parlé de cybersécurité adaptée à nos réalités. Et justement, cybersécurité adaptée à nos réalités, cela demande des mesures donc, réglementaires et juridiques. Et donc, souvent aussi des mesures contraignantes. Et donc là, je m'en vais, avant de donner la parole à M. Diaye, donc je vais faire du bottom to top, donc je vais passer par M. Gueye, qui va nous parler un peu de l'état des lieux sur le cadre normatif, pour notamment une riposte générale, mais aussi pour une riposte. Monsieur m'appelle le pays de la présidence. Bonjour, bonjour tout le monde, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend. Bonjour, merci de m'avoir associé à ce panel. Je parler de la contribution de la cybersécurité dans un contexte de digitalisation de l'économie pour l'anticipation face à la pandémie. Je veux parler en général du cadre aussi bien normatif que législatif, réglementaire et institutionnel. Déjà en 2008, la Commission nationale a été installée et mise en place en 2014. Donc cette commission travaille avec l'appui de ces sous-commissions techniques, notamment la sous-commission de normalisation, la sous-commission d'examen des demandes de fourniture, d'importation, d'utilisation et d'exportation des moyens et des prestations de typologie, et un sous-comité technique pour la mise en place d'une PKI, d'une infrastructure de gestion des clés publiques. Le dispositif actuel existant s'articule autour du dispositif législatif réglementé sur la cryptologie, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal, la PSIE, l'avant-projet de loi d'orientation sur la cryptologie et un projet d'infrastructure nationale de gestion des clés publiques. Dans un contexte de dématérialisation des procédures administratives, ça se présente comme déjà une innovation
c'est-à-dire comme une innovation, une avancée écologique pour éliminer les papiers et une simplification de la ville pour empêcher, faciliter et ou bien éviter les déplacements physiques. Je m'en vais rapidement présenter le dispositif législatif. Voilà. Donc, pour éviter, pallier aux risques qui pèsent sur les systèmes d'information de manière générale sur la dématérialisation, les mesures prises pour faire face aux risques s'articulent essentiellement autour des points suivants. Le dispositif législatif réglementaire sur la typologie, comme je viens de le dire, et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de cybersécurité, la SN 2022, la loi sur la loi d'orientation sur la cybersécurité et le projet de mise en place de la PKI nationale. Déjà en 2017, une institution présidentielle a été publiée et intitulée Politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal, qui a été validée par la Commission nationale de typologie. Cette politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal s'articule autour de l'organisation de la politique de sécurité des systèmes d'information qui fixe les principes et les règles à mettre en application pour assurer un niveau de sécurité optimal des systèmes d'information dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Donc, c'est une PCI qui regroupe 228 règles et 30 objectifs macroscopiques à atteindre pour assurer et apporter des remédiations pour assurer la sécurité des systèmes d'information. Donc, elle comprend un ensemble de règles de base définissant une stratégie, des procédures, des règles, des conduites, des règles organisationnelles et techniques. Ces objectifs et règles concernent notamment l'organisation de la sécurité au niveau décisionnel, qui devra être assuré par le haut fonctionnaire de défense, qui pourra déléguer une autorité qualifiée de la sécurité des systèmes d'information qu'il aura désigné au niveau pilotage. Et cette autorité sera assistée par ce qu'on appelle des agents de sécurité des systèmes d'information. Ces objectifs aussi concernent la sécurité des personnels, la gestion des actifs, la sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs et les prestataires, la sécurité physique, la sécurité pour notamment les droits d'accès aux informations, la sécurité de l'exploitation des systèmes d'information, le cloud computing notamment dans le contexte de COVID-19, les appareils mobiles et le télétravail. Le plan de secours aussi à mettre en place pour la gestion des incidents en cas notamment d'attaque informatique, l'audit et la conformité. Donc, en ce qui concerne le cloud computing ou l'informatique en nuage ou le télétravail, un certain nombre de mesures sont préconisées, notamment l'hébergement des données sensibles de l'administration sur le territoire national est obligatoire. Il faut aussi sensibiliser les utilisateurs sur les risques inclus dans le cadre du télétravail et l'utilisation des terminaux mobiles dans les lieux publics, les aéroports, les chambres d'hôtel, etc. Les appareils mobiles aussi doivent être physiquement protégés contre le vol en cas de déplacement des utilisateurs. Il faut effectuer aussi des sauvegardes et éviter l'installation d'applications non approuvées et veiller à ce que les appareils mobiles de l'organisme ne soient utilisés que pour des usages professionnels.
Autres mesures aussi ont été prises, notamment pour les appareils mobiles et le télétravail, par une circulaire présidentielle datant de janvier 2020 qui proscrit la circulation de données officielles de l'État via les applications mobiles de messagerie instantanée, notamment WhatsApp Messenger. Parce qu'on a constaté que certains agents de l'État utilisent des documents officiels de l'État pour transmettre via WhatsApp à leurs partenaires ou leurs collaborateurs. Il y a aussi la circulaire présidentielle du 8 avril 2016 qui est relative à l'interdiction d'utiliser des adresses électroniques gratuites pour la transmission des documents ou correspondances officielles de l'État. Il faut en lieu et place utiliser des adresses professionnelles au lieu des adresses gratuites comme Gmail, Yahoo et autres. Il faut aussi faire la sensibilisation sur la nécessité de migrer vers l'application Zoom.5 qui intègre le chiffrement de bout en bout sur les données de visioconférence. Dès qu'elle est mise en place, actuellement, c'est ce qu'on utilise pour faire la conférence, c'est la Zoom 5.2 quelque chose. Et aussi acquérir des applications qui offrent plus de garanties, notamment Xeo qui est certification de sécurité de premier niveau en temps contraint par l'ANSSI, ou utiliser l'application open source Big Blue Button qui a connu une puissance inédite avec la pandémie COVID-19 et qui est préconisée aux administrations publiques et aux particuliers, en particulier aux établissements d'enseignement. Il y a aussi l'avant-projet de loi d'orientation sur la cybersécurité qui a été étudié et élaboré par la sous-commission juridique de la commission de cryptologie. Cette loi donc permettra de transformer en acte la stratégie nationale de cybersécurité et la PSI et qui obligera l'État et les populations et les partenaires privés à respecter les principes et les règles qui seront définies. Et à ce propos, récemment, le service technique central des chiffres et de la sécurité des systèmes d'information vient d'être transformé, érigé en direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est cet organe qui prendra en charge la mise en œuvre de l'actuelle stratégie nationale de cybersécurité SNC 2022. Avec, en collaboration bien sûr, avec les parties prenantes qui sont déjà ciblées dans l'annexe de la dite stratégie. Il y a aussi le projet de mise en place de l'infrastructure nationale de gestion des clés publiques en vue d'instaurer la confiance dans l'économie numérique et promouvoir le développement du commerce électronique ainsi que la dématérialisation des procédures administratives. Donc, avec la mise en place de cette infrastructure, elle nous permettra d'assurer les services de sécurité informatique et cryptographique pour satisfaire les exigences de sécurité, notamment la confidentialité, l'intégrité des données échangées, l'authentification des utilisateurs et des messages et la non-répudiation. Actuellement, je vais m'arrêter à ce point pour développer sur l'état des lieux du projet de la PKI nationale. Donc, nous sommes à une phase une première phase de contractualisation avec un prestataire. Donc, l'architecture est définie. L'architecture de la PKI nationale donc, est définie comme
comme suit. Il y a une architecture hiérarchisée avec une autorité de certification racine avec 4 autorités filles, notamment l'autorité de certification pour l'administration et les institutions, et l'autorité de certification pour le secteur de la sécurité et de la justice avec la gendarmerie, la police, la douane, les sapeurs-pompiers et l'administration pénitentiaire. Il y aura aussi une autorité de certification pour la défense, c'est-à-dire l'armée, et une autorité de certification pour le secteur privé. Et ce projet aussi est accompagné aussi avec la proposition d'un nouveau projet de décret d'application de la loi 2008-41 sur l'activité en vue de prévoir de nouvelles dispositions relatives à la PKI, ainsi que projet d'arrêté qui fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'organe chargé de la gestion des clés publiques. Dans le cadre institutionnel, une école nationale de cybersécurité à vocation régionale a été mise en place depuis 2018. Donc cette école est ancrée institutionnellement au plus haut niveau de l'État du Sénégal, au niveau de la présidence de la République, compte tenu de sa dimension nationale et internationale. Donc actuellement, il est hébergé à titre provisoire à l'École nationale d'administration en attendant l'affectation de locaux au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Donc l'objectif de cette école, c'est de renforcer la résilience de la République du Sénégal et des États africains face aux menaces technologiques visant les informations par des délivrances de formation technique dédiée aux opérateurs chargés de la sécurité informatique, de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que de l'usage d'Internet à des fins terroristes et du renseignement numérique. Actuellement, l'école offre actuellement des programmes de formation dans le domaine de la sécurité informatique, de la lutte contre la cybercriminalité, le renseignement numérique et la gouvernance de la cybersécurité. Actuellement, au moment où je vous parle, une cérémonie de remise de diplôme se tient actuellement à l'école. C'est la raison pour laquelle le secrétaire permanent de l'école est absent pour participer à Allô, oui. Dans des contraintes de temps, donc on va revenir si le temps est à la fin. D'accord. Merci pour vos remarques et pour votre intervention. Et vous avez donné des informations de taille qui sont essentielles, à savoir donc, la politique de sécurité des systèmes informatiques, des systèmes d'information de l'État, la loi d'orientation sur la cybersécurité, l'infrastructure de gestion du PKI national et aussi la création de la direction de la sécurité des informatiques de l'État. Et justement, M. Diaye, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des pas quand même qui ont été faits par rapport à la mission stratégique. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur le plan réglementaire et normatif? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que aussi donc les actions ont été menées à l'image de ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'État sur les autres secteurs? Merci, monsieur le modérateur. Merci de m'appeler sur l'état d'avancement. Évidemment, aujourd'hui, si on parle au-delà de la vision, c'est-à-dire qui consiste à avoir un cyberespace de confiance sécurisé et résilient pour tous, si on met de côté aussi les objectifs stratégiques qui ont été déclinés, il y a ce qu'on appelle les principes directeurs qui sont en fait des fondamentaux. L'état de droit d'abord, parce que tous les citoyens ont droit à la sur la cybersécurité, c'est un droit inaliénable. Et il faudra aussi ne pas jeter le fort uniquement sur les autorités étatiques, mais aussi faire de la cybersécurité une affaire de tous.
Il a fait personnel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a mis un accent sur ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les approches basées sur des risques, qui sont en fait d'abord une attitude, c'est un comportement, c'est une, je ne sais pas moi, un mode de vie, etc. Parce qu'aujourd'hui, si l'État dégage une politique d'incitation à avoir je veux dire, une acuité particulière sur la cybersécurité, alors que le citoyen lui-même ou bien l'entrepreneur, etc., ne se sent pas concerné automatiquement. Donc, c'est pour qu'il risque d'être voué à l'échec. Bon, maintenant, pensez au service universel, c'est-à-dire à toucher les citoyens, quelle que soit sa localité. Parce que, comme je dis, dans l'égalité des droits, dans l'état de droit, il faut penser à tous les citoyens et à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait une discriminatoire entre celui qui habite dans la centrale ou bien qui habite la bande de Guinée qui est un peu mon fief. Donc, vous ne pouvez pas faire la différence entre celui qui habite Guinée et celui qui habite Dakar, parce qu'ils sont tous des citoyens au même niveau. Donc, il faut aussi saluer la démarche de l'État sur les aspects collaboratifs. D'abord, une coopération en international, une coopération au niveau international. Nous avons ratifié des conventions, nous sommes dans les commissions d'études, la commission 17, l'UT. On est énormément du niveau de participation venant du Sénégal que vous pouvez pas imaginer. Maintenant, pour revenir aussi aux acquis, je tenterai un peu de rejoindre mon collègue Guy. Effectivement, il y a eu vraiment des actions concrètes qui ont été déjà réalisées. Mais vous savez, c'est des questions sensibles. Il y a ce qui se dit au lui et ce qui se dit en sourdine. Parce que l'État ne peut pas communiquer sur des informations essentielles, par exemple, l'architecture sur le TKI a dit là, au moment, donc il ne laissera pas n'importe quoi. Nous avons mis en place de l'architecture du TKI. Nous avons évolué dans le sens où aujourd'hui il y a un certificat de conformité qu'on exige à toutes les banques. Toutes les banques doivent fournir un certificat de conformité sur le matériel qu'ils utilisent pour la traçabilité bancaire et la traçabilité financière. Donc, toutes ces mesures-là, et maintenant, sans compter la pile de la révision. D'abord, nous sommes sur un chantier imminent sur la réforme profonde et la revue du cadre juridique lié donc aux lois d'orientation sur la société de l'information. Pourquoi? Parce qu'on est interpellé par les travaux de la vie. On est interpellé par le e-commerce qui est actuellement vraiment dans une certaine démarche de floraison. On est interpellé par les transactions électroniques et monétaires. Le contexte, vous l'avez vu, avec la pandémie, les gens n'utilisent plus maintenant l'argent, ils utilisent de l'argent mobile ou bien de l'argent électronique. Donc, parler d'argent électronique, aussi, il faut mettre la confiance, il faut mettre la sécurité. Il faut que le citoyen, quand vous l'incitez à aller vers une tendance de paiement électronique, il faut l'accompagner sur la sécurité et sur la mise en confiance. Et maintenant, pour en finir, il faudra convoquer la loi sur la cybersécurité, la loi d'orientation sur la cybersécurité. Elle est, je veux dire, dans les petits tiroirs, mais elle est presque accomplie. Nonobstant la pandémie, je crois que cette loi-là, on en est là. Donc, c'est pour dire encore une fois l'effort immense que les autorités étatiques sont en train de faire pour que la cybersécurité soit une réalité. Et l'Afrique, surtout le Sénégal, a un rôle à jouer fondamentalement. Le Sénégal, parce que simplement, nous sommes réputés être la locomotive sur les initiatives et sur l'innovation. Aujourd'hui, le projet l'a démontré. Nous sommes très en avance. D'ailleurs, cette semaine, on a discuté avec la CEDEAO pour leur dire que prenez le centre d'excellence pour la CEDEAO, pour la formation en cybersécurité. Prenez, je veux dire, de cybersécurité à vocation régionale. On est en train de faire une démarche avec l'ACI pour que l'école de cybersécurité Dakar puisse être une école de référence pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc des choses
sur lesquels peut-être on a suffisamment communiqué, mais qui sont là par là. Vraiment, c'est des résultats qu'il faut encourager. Et le discours, encore une fois, du président de la République, moi, m'a rassuré davantage parce qu'il est vraiment orienté numérique, il est orienté cybersécurité, il est orienté commerce électronique. Et ça, il faut vraiment dire. Donc ça, c'est ça. Vraiment, c'est le nom d'espoir, un plaidoyer que je voulais faire pour non seulement souligner les efforts de l'État, mais aussi tous les citoyens à quel niveau d'adhérer à cette politique sur la sécurité. Merci. Parfait. Merci, M. Gay, pour le plaidoyer. Et ça me rassure davantage parce que, on le sait, donc, au Sénégal, l'un de nos risques, c'est le manque d'amélioration continue. Quand vous parlez de division du statut, voilà, nous savons que vous êtes dans une initiative d'amélioration continue, et ça, c'est essentiel lorsqu'on parle de sécurité et scènes d'information, parce que c'est qu'on est dans un milieu qui est extrêmement dynamique. Et merci encore. Et là, donc, pour aller vite, rapidement, Oli, j'espère que vous êtes là. Je voulais bien, en tout cas, évoquer un peu l'aspect donc cloud computing vis-à-vis donc, du télétravail et vis-à-vis aussi maintenant donc, de l'exportation de nos données sur le cloud en dehors de nos infrastructures nationales. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour une cybersécurité résiliente vis-à-vis du cloud computing? Ok, merci beaucoup. Je vais prendre une minute pour revenir à du micro. Donc, je vais prendre juste une minute pour revenir sur le cadre normatif. Il y a un point que je n'ai pas entendu, il y a peut-être une omission, qui est en fait en matière normative, la réglementation vis-à-vis du secteur privé et puis des autres acteurs. C'est que normalement, l'État est responsable, garant de la protection du tissu économique national. Chaque chef d'entreprise est garant de la protection de ses facteurs de production. Mais ce n'est pas pour autant qu'on laisse loisir aux chefs d'entreprise de gérer la résilience, donc la cybersécurité, au sein de leurs institutions, selon l'importance systémique que peuvent occuper ces institutions à l'échelle nationale. Donc, normalement, pour tout ce qui est des OIV et d'un certain nombre d'entreprises, au vu de leur taille et de leur importance systémique, il y a un cadre normatif qui leur donne des obligations. Ce qu'ils doivent faire, donc l'État donne des obligations, se donne le moyen de vérifier et avec les outils coercitifs derrière ou simplement avec l'attribution de bonus-malus pour ce qui relève des guides. Donc, pour passer en fait à l'utilisation du cloud, c'est vrai qu'il y a une grosse résurgence ou en tout cas une accélération de l'utilisation du cloud due au Covid et au télétravail. En raison du temps, je vais plutôt focaliser sur les bonnes pratiques en fait, qu'il faut avoir dans ce sens-là, surtout pour préparer éventuellement, si le besoin se fait sentir avec, on ne le souhaite pas, une seconde vague. L'idée, c'est qu'il faut être proactif pour aller dans le cloud. Donc, il faut déjà que les institutions et les entreprises fassent leur analyse de risque interne et décident quand ils iront au cloud, qu'est-ce qui peut aller dans le cloud, qu'est-ce qui ne peut pas aller dans le cloud. La deuxième des choses, c'est de décider, quand on va dans le cloud, dans quel type de cloud on va. Il y a, pour les petites entreprises et les moyennes, il y a des clouds, il y a des services cloud qui sont à la limite du cloud consommateur, donc utilisateur final, et professionnel. Donc, il faut pouvoir prendre cette décision-là d'avance si on va dans le cloud dans lequel on va. Après, il faut pouvoir communiquer clairement aux décideurs, mais aussi aux utilisateurs, les règles de bonne pratique et de bonne hygiène quand on va dans le cloud, notamment pour ce qui concerne les données
qu'on manipule, le type de données qu'on peut y mettre, etc. Maintenant, pour revenir à la sécurité globale du cloud, je vais juste focaliser sur des points qui sont communs à toutes les formes de cloud. Il y a beaucoup de types de cloud et la particularité de la gestion de la cybersécurité dans les clouds, c'est que c'est une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée entre le fournisseur de services et le client. C'est comme quand on est dans un appartement, la sécurité elle est partagée entre le gestionnaire, le syndic de l'immeuble et le propriétaire de l'immeuble. Donc, tout ce qui a trait à la conformité, c'est du ressort exclusif du client. Donc, c'est à vous de définir à l'avance c'est quoi les règles de conformité, c'est quoi les référentiels de sécurité auxquels vous avez obligation, soit volontairement, soit de façon réglementaire, à vous conformer et à faire le travail de vérification nécessaire pour voir est-ce que, si je prends par exemple que je prends du SaaS, c'est la forme la plus consommée en cas de crise, mais il faut que je puisse vérifier est-ce que la sécurité de l'infrastructure, la sécurité des réseaux et tout le reste, est-ce que c'est fait proprement? Ça, en général, il y a des standards qui l'encadrent, il y a des certifications qui les encadrent et toutes ces certifications obligent des audits réguliers. Donc, l'idée, ce n'est pas de vouloir soi-même aller auditer le prestataire, mais c'est demander au prestataire de mettre à votre disposition la dernière version de l'audit, du rapport d'audit qui a été fait pour vous assurer qu'un certain nombre de règles d'hygiène étaient en place au moment de cette vérification. Les vérifications, elles sont au moins annuelles, donc ça vous donne un certain niveau de confort. Après, il y a la sécurité des données, qui est en général le parent pauvre quand on va dans le cloud. Parce que quand on va dans la précipitation, on n'a pas le temps soi-même de mettre en place les mécanismes qu'il faut pour protéger les données, sachant que l'opérateur du cloud n'a nullement l'obligation de protection de votre information. Il va protéger l'infrastructure et la plateforme pour que vos données soient disponibles. Mais pour assurer la confidentialité de vos données ou assurer la granularité de l'accès de vos données, ou quand vous quittez le cloud, ça c'est important, une fois qu'on a fini et qu'on s'en va, pour pouvoir enlever proprement vos données du cloud, ça c'est de votre responsabilité et il faut prévoir et partager. Très rapidement, le dernier parent pauvre, c'est la gestion des habilitations. Dans la gestion des habilitations, il y a quelque chose qui passe toujours au travers, c'est la gestion des clés de chiffrement quand on est dans le cloud. Quand on n'est pas dans le cloud, le chiffrement des données, on dit il y a deux. Les données dormantes, donc on reste, on chiffre les disques ou la base de données, c'est bon, et après on chiffre en transit. Quand on est dans le cloud, on est obligé de chiffrer les données individuellement de façon très granulaire pour pouvoir gérer les habilitations et les autorisations, de manière à ce que, même s'il y a un accès à la donnée, il n'y a pas d'accès à l'information. Et cette partie-là, elle est très importante. Et merci. Voilà, je vais m'arrêter là. Intéressant et enrichissant, vraiment. Et donc, il nous reste une minute. Je pense que là, ça devrait être plus parfait. Donc, vous avez évoqué la typologie du cloud, la dichotomie des besoins, les déclarations qu'on devait faire, donc, l'usage des données, la conformité réglementaire, la conformité technique. Et juste en une phrase, est-ce qu'il est possible de faire tout ça, de gérer tout ça sans ainsi? Que ce soit pour l'État, le privé. En une phrase, je dirais non. Et le plaidoyer que je lance aujourd'hui et que je demande au ministère du Numérique, à la présidence de la République, à l'ensemble des acteurs qui sont dans notre écosystème, c'est de créer cette autorité ou cette agence ou cette structure qui va gérer la sécurité transverse au Sénégal
de manière transverse, aussi bien l'État que les entreprises, donc PME, PMI, entreprises informelles, entreprises d'importance État, qui gèrent ça pour les citoyens, préparer pour les évaluaires, etc. Donc, plaidoyer essentiel pour moi, pour ce panel, en guise de conclusion, c'est de vous demander, s'il vous plaît, au nom des Sénégalais, là j'enlève ma casquette APOS, donc au nom des Sénégalais, de créer l'Agence nationale de cybersécurité. Merci. Merci. Parfait. Donc là, malheureusement, il nous restait une dernière thématique à traiter, la création de valeur dans la cybersécurité. Aujourd'hui, on parle de mesures de relance. Ce n'est que partie de mise une prochaine fois. Et si vous avez écrit vos derniers mots, merci, M. Gaël. Nous, en réalité, mon dernier mot, c'est peut-être des perspectives, même largement souligné par l'ensemble des intervenants. C'est de renforcer le cadre législatif, mais aussi normatif. Le pays a besoin d'un certain nombre de normes qu'elles ont approuvées. Un pays a besoin, en plus même d'une structure chargée de la cybersécurité, a besoin de structures chargées, par exemple, de gérer des rôles tels que les audits, et aussi d'autres structures qui sont chargées de faire ce qu'on appelle l'approbation, délivrer les accréditations de ces autres structures. Donc, pour dire que l'écosystème est assez vaste, et en réalité, une seule structure ne peut pas faire tous les rôles parce qu'il faut toujours éviter la position qu'elle juge les parties en même temps. Il faut des structures différentes, distinctes, et en tout cas, en général, des cadres normatifs qui existent au niveau international encadrent cela, et nous devons travailler en tout cas en synergie vraiment avec ce contexte international. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Merci. Merci à tous. Merci, monsieur le modérateur, pour en fait me donner la lourde tâche de conclure. Évidemment, et puis je vais aussi en profiter pour rassurer mon collègue Lady, et que je respecte beaucoup, et dont l'expertise n'est plus à démontrer, parce que je le suis content, je connais son niveau d'expertise et son niveau même d'engagement citoyen, parce que ça, il faut le souligner. Nous tous réunis aujourd'hui, si au-delà de nos responsabilités particulières, nous avons un engagement citoyen, parce que sinon, on n'allait pas mener, je veux dire, la barque jusqu'à ce niveau-là. C'est une fierté qu'on a donc autour des acteurs de la cybersécurité. Vraiment, c'est un domaine où les gens sont très dynamiques, très engagés. Maintenant, rassurer par rapport à, je veux dire, auprès de l'autorité, à l'agence ou à n'importe quel autre organe qui sera en mesure de chapeauter pratiquement tout ce qui est déroulement et exécution des recommandations de la stratégie. L'autorité, je veux dire, de gouvernance, c'est une recommandation ferme de la stratégie. Le président de la République en est conscient, les acteurs pertinents en sont conscients. Aujourd'hui, comme je disais, nous allons, avec l'actuel ministre, aller vers ce qu'on appelle la création d'un cadre de concertation. Sous peu, je vous le garantis, nous allons nous retrouver, nous allons faire un brainstorming et nous trouverons une solution, Inch'Allah. Parce que c'est le vœu de tout le monde. Tout le monde en parle, ça veut dire que c'est réalisable. Si nous tous nous convergeons vers la même optique, tout le monde réclame. Maintenant, il faudra voir maintenant cette histoire de bicéphalie, de tricéphalie, je veux dire de cacophonie en général autour de ces questions-là de gouvernance. Ça, je crois qu'on va le dire. Parce qu'il n'est plus permis de tergiverser sur une question aussi essentielle. Bédi l'a dit, on a l'habitude de parler de cybersécurité, on parle d'arnaque et consomme. Mais si on pense aux installations critiques, l'énergie, les télécommunications, la médecine, la santé va passer par l'informatique avec la 5G. Vous imaginez un maillot qui est sur une table d'opération et qu'il se passe un crime, je veux dire informatique par rapport à ce malade. Il y a une question de vie et des questions de vie qui sont posées. Donc, encore une fois, je veux rassurer tout le monde sur
la mise en place ou bien à l'inversion pour cette autorité. Il y a M. Dame Québec qui nous a appelé sur la commission chargée donc du suivi de l'atteinte des objectifs. Évidemment, c'est un problème de gouvernance. Je crois que résoudre le problème de la mise en place de la gouvernance, il y aura obligatoirement un comité, parce que l'organe qui sera mis en place sera un organe régulé, suivi par les autorités qui doit atteindre ses objectifs. Donc, il aura l'obligation de résultat. Et pour cela, je crois que le suivi et la validation ne posera pas de problème. C'est sur ces mots-là, vraiment, monsieur le modérateur, que je voulais rassurer l'opinion, rassurer les Sénégalais sur cette question essentielle de cybersécurité, qui est la préoccupation au plus haut niveau, au niveau du top management. Et je crois que, comme tout le monde l'a réclamé, je crois que il est impératif qu'on y aille par rapport à cet organe. Merci. Merci à tous. Merci, chers panélistes. C'est vraiment des moments de partage, donc intéressants, qui nous ont permis vraiment de d'éclairer en tout cas pas mal de points. Et merci. On se donne un panel. Et c'est important.